Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est d'aimer, de partager et de commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, le professeur Norman Finkelstein. Le professeur Finkelstein est spécialiste du conflit israélo-palestinien. Son livre le plus célèbre est Gaza, enquête sur son martyr. Et son dernier ouvrage s'intitule « Je brûlerai ce pont quand j'y serai ». Pensées hérétiques sur la politique identitaire, la cancel culture et la liberté académique, avec des recommandations de Cornel West et Noam Chomsky. From Cornel West and Noam Chomsky. Professor Finkelstein, welcome back to India and Global Left. Professeur Finkelstein, bienvenue à nouveau en Inde et sur Global Left. Merci de m'avoir invité. Je voulais commencer par votre récente interview avec Piers Morgan. Vers la fin, vous avez parlé de l'aide humanitaire qui est organisée avec l'aide des États-Unis et d'Israël. Vous avez dit qu'ils mettaient cela en place, au final, pour trouver un prétexte afin de massacrer les personnes qui en bénéficieraient. Aujourd'hui, nous voyons des rapports concernant l'aide humanitaire à Gaza, avec des informations faisant état du massacre, apparemment de 32 personnes. Et maintenant, ils disent que ce n'est pas vrai. Pouvez-vous expliquer comment vous avez pu prédire, avec autant de précision, que cela se produirait? Commençons par le début. Il n'y avait pas besoin d'une fondation humanitaire pour Gaza, la GHF. Il n'y avait aucun problème pour distribuer de l'aide à Gaza. Des centaines de camions attendaient à l'extérieur de Gaza pour entrer. Il n'y avait pas de pénurie de fournitures. Et chaque fois qu'Israël voulait distribuer de l'aide, il pouvait le faire facilement. Prenons donc deux exemples. À la fin du mois de mars 2024, la Cour internationale de justice a indiqué certaines mesures provisoires en raison de la grave menace de famine à Gaza. Puis, le 1er avril, vous vous souviendrez, et vos auditeurs s'en souviendront, qu'Israël a tué des membres de la cuisine centrale de Gaza. Quand ils ont tué ces membres de la cuisine centrale, il y a eu un énorme tollé international parce qu'ils étaient occidentaux. Donc leur vie compte. À ce moment-là, Israël savait qu'il devait laisser entrer l'aide. Tout s'est déroulé sans accroc. L'aide humanitaire, la nourriture, les médicaments, tout est passé sans problème. Ensuite, lors de l'échange de prisonniers, ordonné par Trump, il a été ordonné le 15 janvier 2025 et a commencé le 19 janvier. Vous vous souviendrez que cela devait se faire en 3 phases, et la première phase consistait à admettre l'aide humanitaire. L'aide humanitaire est passée sans problème parce que les États-Unis ont dit « Vous allez devoir laisser entrer l'aide humanitaire ». Il n'y a eu aucun problème de distribution. Israël avait pas des problèmes, mais 2 objectifs. Premièrement, depuis des décennies, il cherche à se débarrasser de l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies, car l'UNRWA incarnait institutionnellement la question des Palestiniens en tant que réfugiés. Et il voulait transformer une question de réfugiés en une question humanitaire. Donc, il ne s'agit plus que de gens affamés qu'il faut nourrir, plutôt que de réfugiés qui ont un droit au retour chez eux. Ils inventent donc des histoires sur l'UNRWA depuis des décennies, essayant de s'en débarrasser. Et les Israéliens sont comme toute élite habile et compétente. Chaque crise, comme tu le sais, puisque tu étudies le chinois, c'était autrefois un cliché ici. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Je dis simplement que c'est un cliché de dire que le même caractère chinois pour crise est aussi celui pour opportunité. C'est ce qu'on disait autrefois. Et donc ils ont vu la crise du 7 octobre comme une opportunité. La première opportunité était
une bonne fois pour toutes, de résoudre la question de Gaza. Mais ensuite, comme vous le savez, les opportunités ont commencé à se multiplier. Résoudre la question du Hezbollah, résoudre la question de l'Iran, résoudre la question de la Cisjordanie. Ils ont vu beaucoup d'opportunités. Et l'une des opportunités qu'ils ont vues était de résoudre la question de l'UNRWA, de se débarrasser de l'UNRWA. Alors ils ont inventé toutes ces histoires sur des membres de l'UNRWA impliqués dans le 7 octobre. Je suppose qu'il y en avait quelques-uns. Vous savez, devinez quoi? Les militants du Hamas ont aussi besoin d'un travail de jour. Donc je suis sûr qu'1, 2, 3, je crois que le chiffre était de 3 à 5, je ne me souviens plus, sur 30 000, 3 à 5 auraient été impliqués. Ce qui s'est passé est très flou. Le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, je crois qu'il a licencié 5 personnes. Mais les raisons exactes restent inconnues. Quoi qu'il en soit, cela n'a absolument rien à voir avec le sujet. En tout cas, leur objectif était désormais de se concentrer sur l'élimination de l'UNRWA. Ils veulent donc la remplacer par la Gaza Humanitarian Foundation, la GHF. Il était évident de voir ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient aucun centre de distribution dans le Nord. Cela signifie que si vous êtes dans le Nord, si vous restez, vous mourrez de faim. Point final. Ils en avaient un au centre de Gaza, puis 3 dans le sud. Donc tout le monde va se déplacer vers le sud. D'accord? Maintenant, vous savez ce qui va se passer. Déjà, Gaza était l'un des endroits les plus densément peuplés au monde à la veille du 7 octobre. Maintenant, il va y avoir 2,1 ou 2,3 millions de personnes, déjà parmi les endroits les plus densément peuplés au monde, dans 20% de Gaza. Les Nations Unies ont récemment estimé que 630 000 personnes ont été déplacées depuis le 2 mars, date à laquelle le cessez-le-feu a été rompu. Vous allez donc avoir des équipes d'êtres humains désespérément affamés, convergeant vers 3 centres de distribution alimentaire. Vous savez donc ce qui va se passer. Il va y avoir des émeutes. Ce sont des émeutes calculées et orchestrées. Exactement ce qui s'est passé l'année dernière lors de ce qu'on a appelé le massacre de la farine, où les Palestiniens affamés se sont précipités vers le camion. Les soldats israéliens ont dit « Nous nous sommes sentis menacés » et ils ont massacré la population affamée de Gaza. En fait, je pense que la description la plus franche a été donnée de tous les endroits dans le Financial Times. Et le Financial Times a été très clair sur ce qui se passait. Il a dit qu'ils installaient un groupe de centres de distribution dans le sud, et ils ont précisé, je cite, très près de la frontière égyptienne. Et puis ils ont cité Smotrich, du cabinet israélien, disant que le but de cette offensive militaire actuelle à Gaza est de se débarrasser de tous les pousser dehors. Expulsez-les tous. C'était donc totalement prévisible ce qui allait se passer. 3 centres de distribution, 2,3 millions de personnes convergeant vers eux. Ensuite, quelques coups de semonce tirés par les Israéliens provoquent des émeutes, puis des massacres, puis un autre massacre, puis encore un autre massacre. Plus de tumulte, plus de confusion. Et ensuite, les pousser tous dans le Sinaï. Comment le savais-je? Je connais mon peuple. Je sais exactement ce qu'ils avaient en tête. C'était parfaitement évident. J'ai toutefois remarqué, si je peux me permettre un commentaire, que lorsque j'ai fait cette prédiction très prévisible dans l'émission de Piers Morgan, où j'étais avec l'ex-historien Benny Morris, j'ai remarqué que Piers Morgan m'écoutait très attentivement. Et on pouvait le voir en train de traiter l'information. Et je pense qu'il s'est dit, oui, ça semble juste. Oui, c'est évident quand on connaît l'histoire. Même en connaissant simplement l'histoire récente, comme cela s'est produit avec l'émission de Piers Morgan, je suis remonté jusqu'en 1948. Car pendant la guerre de 1948, qui commence à peu près en novembre 1947, avec l'adoption de la résolution 181 de l'Assemblée générale de l'ONU,
Cela débute comme une guerre civile. Les pays arabes ne sont pas encore impliqués. Et en réalité, la guerre civile, si l'on lit attentivement Benny Morris, se serait probablement calmée très rapidement. Mais une autre crise, une autre opportunité. Ainsi, les Israéliens ont intensifié leurs frappes de représailles pour créer une spirale ascendante de chaos et de destruction, afin de pouvoir saisir cette opportunité pour résoudre la question palestinienne à l'intérieur des frontières de l'État d'Israël. Puis, en octobre 1948, Ben Gurion, le premier ministre d'Israël, David Ben Gurion déclare célèbrement qu'il ne reste plus qu'une seule fonction pour les Arabes sur l'île d'Israël. For the Arabs in the land of Israel, that is to flee. There's only one function now, C'est-à-dire that is fuir. to flee. And Il n'y a plus qu'une seule fonction maintenant, fuir. Et à partir d'octobre 1948, les massacres dans ce qui est devenu l'État d'Israël commencent à s'intensifier de plus en plus, car ils voulaient désormais en finir avec la question des Arabes en Israël. J'ai dit que nous en sommes maintenant à ce point à Gaza, l'escalade des massacres pour résoudre une fois pour toutes cette question. Et si vous voulez mon avis, je ne peux pas le prouver. Certaines choses, je peux les démontrer, d'autres non. Lorsque vous lisez l'article du Financial Times que j'ai publié sur mon compte Twitter, il était clair que les Britanniques savaient exactement ce qui se passait. Et c'est pourquoi ils ont commencé à dénoncer Israël, parce qu'ils voulaient garder les mains propres. To keep their hands clean at the moment when they knew this is it. Au moment où ils ont compris que c'était inévitable, qu'Israël allait les expulser, ils ont décidé qu'il fallait absolument se positionner officiellement contre ce qui allait être la seconde grande, enfin je n'aime pas trop employer ce terme, je le trouve un peu, comment dire, ce n'est pas un stéréotype, mais la seconde Nakba. Vous savez, ils savaient ce qu'Israël était en train de faire, et ils voulaient s'en dissocier. Vous vous souvenez donc que les Français, les Canadiens et les Britanniques ont dénoncé les actions d'Israël. Ensuite, les Allemands sont intervenus, puis la princesse nazie, Ursula von der Leyen, s'est exprimée. Ensuite, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, je ne me souviens plus, elle aussi s'est exprimée. Ils voulaient tous que leur opposition soit consignée, car ils savaient tous qu'Israël préparait. Pensez-vous qu'il y ait désormais un changement plus important? Nous ne savons pas où ce changement en Europe mènera finalement. Mais dans la mesure où il semble y avoir un changement plus large en Europe, cela ferait-il une différence? Non, pas vraiment. Vous savez, il faut rester lucide sur ces sujets. Je parlais avec ma webmaster hier, elle gère tous mes réseaux sociaux. Une femme brillante, palestinienne, chimiste en Grèce, vraiment impressionnante. Et j'aime le proverbe chinois, ou plutôt, j'ai inventé un proverbe chinois. Il vaut mieux jamais que tard. Mieux vaut jamais que tard. Il ne reste plus rien à Gaza. 90% des habitations ont été détruites. La moitié des universités ont été détruites. Les terres arables ont été détruites dans la partie est de Gaza. Les terres arabes ont été détruites. Il ne reste plus rien. Donc même si Israël n'arrive pas à procéder à une expulsion à grande échelle, parce que maintenant tous les pays la condamnent même si elle n'y parvient pas, il n'y a de toute façon aucune chance que Gaza soit reconstruite. Il faut avoir suffisamment d'expérience sur ces questions. Quiconque croit qu'Israël va permettre la reconstruction de Gaza a vraiment besoin d'une thérapie sérieuse. Il n'y a aucune possibilité que cela arrive. Dès que les caméras se détourneront à nouveau, tout sera oublié. Et le peuple de Gaza devra, d'une manière ou d'une autre, trouver un moyen de partir. Donc je ne pense pas qu'ils agissent simplement parce qu'ils savaient ce qui allait arriver. Le directeur du ministère de la Santé de Gaza, le Dr Mounir Bush, a récemment déclaré
qu'il y a 3000 camions chargés de fournitures médicales alignés à la frontière égyptienne qui n'ont pas été autorisés à entrer, ce qui a eu des conséquences énormes et terribles. Et quand ils voulaient entrer, il n'y avait aucun problème. Ils disent que le Hamas prend l'aide et qu'ils doivent fouiller les camions. Et vous savez comment ils les font? Décharger le camion, charger le camion, décharger le camion, charger le camion. Quiconque veut savoir, vous savez, ma défunte mère disait, pendant la guerre du Vietnam, il y avait des gens qui disaient que les États-Unis ne commettaient pas d'atrocités au Vietnam. Et elle a dit un jour, quiconque veut savoir, sait. Et si tu ne veux pas savoir, tu ne sauras jamais. Et tout le monde sait ce que fait Israël. Il y avait une politique annoncée de famine. Cette politique annoncée n'a pas commencé en mars. Elle a débuté le 9 octobre 2023, lorsque le ministre de la Défense Galland a déclaré qu'aucune nourriture, aucun carburant, aucune eau, ni électricité ne serait admis à Gaza. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu des fluctuations. Parfois, les États-Unis exerçaient des pressions parce que la situation paraissait très mauvaise, et parfois ils laissaient carte blanche. Mais la politique annoncée au début du mois de mars de cette année 2024 n'était qu'une réaffirmation de la même politique depuis le début. Elle a été appliquée de manière inégale, selon le niveau de pression extérieure. Pouvez-vous nous donner votre impression sur l'état d'esprit des hauts responsables américains concernant la manière de gérer la situation à Gaza et avec Israël? Car il y a des discussions sur certaines divisions au sein de l'administration Biden. D'un côté, on voit Brett McGurk négocier directement avec le Hamas. De l'autre, il réaffirme complètement la position de l'administration Netanyahou. Beaucoup de gens, il y a environ 2 semaines, ou juste après le retrait des États-Unis du Yémen, sans impliquer Israël, et avec d'autres développements, comme le limogeage de Mike Waltz, etc., pensaient qu'il pourrait y avoir un changement au sein de l'administration Biden. Mais au fil du temps, mon impression est qu'il n'y a pas de changement au sein de l'administration américaine. Qu'en pensez-vous? Je n'ai pas d'opinion tranchée à ce sujet, je ne l'ai pas suivi de près, mais je pense que les grandes lignes sont assez évidentes. Le président Trump veut conclure un accord avec l'Arabie saoudite, ce qu'il appelle l'accord du siècle. Les Saoudiens doivent obtenir quelque chose pour les Palestiniens afin de pouvoir les sacrifier. Ils doivent montrer quelque chose. Vous vous souvenez peut-être que lorsque les accords d'Abraham ont été signés avec les Émirats arabes unis, ces derniers ont affirmé que, s'ils n'avaient pas signé les accords, Israël allait annexer la Cisjordanie. C'était leur prétexte. Or, bien sûr, Israël n'allait pas annexer la Cisjordanie. Les Émirats ont simplement inventé cela pour ne pas être accusés d'abandonner les Palestiniens. Et c'est la même chose avec les Saoudiens. Tout le monde sait que la population de Gaza est affamée, au bord de la famine. Ce sont des termes techniques. Il y a toute une gradation. La faim, puis l'insécurité alimentaire, puis la famine, et enfin la disette. Pour le grand public, ce sont des synonymes, mais ils en sont venus à représenter différents degrés de souffrance. Quoi qu'il en soit, tout le monde sait qu'il y a de la famine à Gaza. Et il serait malvenu pour les Saoudiens de conclure l'accord à moins de pouvoir montrer qu'ils ont obtenu quelque chose pour Gaza. C'est donc un élément à prendre en compte pour le président Trump. Il veut faire passer cet accord, mais si par exemple, tous les Palestiniens de Gaza sont expulsés d'un seul coup, cela rendra la signature de l'accord très difficile pour les Saoudiens. L'autre point à considérer, c'est que Trump est parfaitement conscient que Gaza est devenu un fardeau pour l'administration Biden. Cela n'a pas coulé sa présidence, mais ça a été un facteur.
On peut raisonnablement dire que ce n'était pas un facteur négligeable dans l'impopularité de Biden et dans celle de Kamala Harris à l'approche de novembre 2024. Donc, une fois que les caméras sont braquées sur Gaza, comme c'est le cas en ce moment précis, on peut voir que la couverture médiatique est vraiment « Israël ne passe pas un moment facile ». Vous l'avez vu dans l'interrogatoire de Hotovely par Piers Morgan. C'était assez brutal. C'était un interrogatoire étrange parce que personne ne pose les questions évidentes. Donc, il a continué à la pousser. Comment savez-vous que 30 000 terroristes du Hamas ont été tués, mais que vous ne savez pas combien d'enfants ont été tués? Comment savez-vous qu'il y a 20 000 ou 30 000 terroristes du Hamas, mais que vous ne connaissez pas le nombre d'enfants? Et il ne lâchait pas l'affaire. Il savait qu'il tenait une bonne réplique, et il comptait bien s'en servir. Il allait foncer droit sur elle avec ça. Il allait transpercer, il allait tuer. Mais personne n'a posé la question évidente. Comment savez-vous qu'il y a 30 000 terroristes du Hamas? Les chiffres sont simplement sortis de nulle part. Vous savez d'où il tire ce chiffre? Je l'ai dit il y a des mois. Je l'ai dit il y a plus d'1 an. À chaque fois que le ministère de la Santé de Gaza annonce un nombre de Palestiniens tués, ils en prennent la moitié. Il est smart. Oui. Et ils diront, j'obtiens un ratio de 1 pour 1. Donc maintenant, le ministère de la Santé de Gaza affirme qu'environ 55 000 Gazaouis ont été tués. Alors ils disent que 30 000 sont des terroristes du Hamas. De cette façon, ils peuvent prétendre, nous avons le meilleur ratio de civils tués par rapport aux combattants au monde, ce que M. Netanyahou ne cesse de répéter encore aujourd'hui. Le meilleur ratio. C'est de là que vient ce chiffre. Comment pourrait-il connaître ce chiffre? Il n'y a pas de bataille à Gaza. Les militants du Hamas sont tués au prorata de leur pourcentage dans la population. Quand Israël bombarde ici sans distinction, bombarde là sans distinction, bombarde ailleurs sans distinction, il va forcément tuer quelques militants du Hamas. Sinon, combien de personnes sont tuées? Il n'y a pas de combat. Quand est-ce que sérieusement, quand est-ce que vous avez entendu pour la dernière fois qu'un Israélien a été tué à Gaza? On n'en parle plus. Une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Donc si les morts surviennent lors de bombardements et de tirs d'artillerie indiscriminés, comment sauraient-ils combien sont des combattants du Hamas? Ce n'est pas comme si les militants du Hamas portaient une carte d'identité indiquant « terroriste ». Alors, comment pourraient-ils le savoir? La raison pour laquelle le ministère de la Santé de Gaza ne donne pas de chiffres sur le nombre de combattants tués, c'est parce qu'ils ne le savent pas. Un jeune homme arrive. Il n'a pas de carte d'identité de terroriste, donc ils ne savent pas. Les chiffres sont simplement inventés. Donc Piers Morgan, c'était une bonne question, évidemment. Ça l'a déstabilisé, ce n'était pas son moment préféré. Mais malgré tout, le postulat est complètement faux. Tous les chiffres sont inventés par les Israéliens, sauf pour leur propre nombre de morts, parce qu'Israël est un petit pays. Ils publient sur le site du ministère des Affaires étrangères les noms de toutes les personnes tuées. Si quelqu'un remarque « Eh, mon fils n'y est pas » ou « ma fille n'y est pas », alors ça devient une affaire médiatique. Mais à part leur propre nombre de morts, tous les autres chiffres sont simplement fabriqués. Vous avez mentionné les accords d'Abraham et comment le Qatar disait que si cela, en fait, je ne pense pas que c'était le Qatar, c'était les Émirats arabes unis. D'accord. Il disait que si cela n'arrivait pas, il y aurait une annexion totale de la Cisjordanie. Je voulais vous demander, les accords d'Abraham sont-ils effectivement morts aujourd'hui? Et l'administration Trump adopte-t-elle ce que votre collègue Moen Rabbani a qualifié d'approche bifurquée, en dissociant en quelque sorte la politique américaine envers le monde arabe
de la politique américaine sur la Palestine. Parce que récemment, une délégation des Émirats arabes unis, du Qatar et de l'Arabie saoudite a voulu se rendre en Cisjordanie pour soulever la question de l'État palestinien. Mais ils ont été interdits par les Israéliens. Et le ministre des Affaires étrangères saoudien, Faisal Ben Farhan Al Saoud, a qualifié les Israéliens d'extrémistes, prenant des mesures extrémistes. Cela s'ajoute à la nouvelle initiative visant à légaliser des dizaines de colonies, dont le statut en Cisjordanie était auparavant resté quelque peu indécis, même si, de facto, sur le terrain, il s'agissait bien de colonies. En plus, par ailleurs, d'autoriser de nouvelles colonies. Quel est, selon vous, l'état de la relation que les États-Unis entretiendront avec les États du Golfe et Israël? Vont-ils désormais complètement se dissocier? Je ne parle pas avec une grande perspicacité, donc je dois nuancer ce que je dis. Trump est un négociateur. C'est dans son ADN. Il voit une grosse affaire immobilière possible avec les Saoudiens. Tu m'as écrit il n'y a pas longtemps, tu as dit, parce qu'ils ont besoin des investissements du Golfe, de l'argent du Golfe. C'est probablement en partie ça. Et en partie, il voit une manne immobilière possible dans le monde arabe. Donc je ne pense pas, mon impression, c'est que s'il a le dernier mot, ce qui est le cas, il ne réfléchit pas en termes géopolitiques, comme tu dirais. Il reconnaît qu'Israël est un atout militaire important. Il faudrait être plus aveugle que le roi Lear pour ne pas le voir. Donc bien sûr, il veut préserver Israël, cet atout militaire, mais il veut aussi ce qu'il appelle l'accord du siècle avec les Saoudiens. Et tout se serait déroulé à merveille, comme cela se passait à merveille avant le 7 octobre 2023. À mon avis, sans aucune information particulière, c'était la principale motivation du Hamas le 7 octobre 2023. Ils ont compris que tout ce conflit avec le monde arabe était en train d'être résolu au-dessus de leur tête, qu'ils allaient simplement être laissés là, à dépérir et à mourir. Mais les Saoudiens doivent obtenir quelque chose. Maintenant, le précédent évident de ce dont je parle, de ce que je décris, c'est 1967. Jimmy Carter est le président des États-Unis. Carter est un homme extrêmement intelligent, très concentré, doté de pouvoirs de concentration mentale quasi surnaturels. Et il arrive au pouvoir, il veut résoudre tout le conflit avec le monde arabe, parce que ça se passe peu de temps après la guerre de 1973. Il est élu en 1976, et c'est peu après la guerre de 1973, avec l'embargo pétrolier arabe et tout ce qui s'ensuit. Carter arrive avec un programme. Ce programme est principalement axé sur les affaires intérieures, mais il comporte aussi des volets de politique étrangère. L'un d'eux était de résoudre la question du canal de Panama, et un autre, le grand point de l'agenda, était le monde arabe. À ce moment-là, il a parlé et c'était alors considéré comme un véritable sacrilège, non pas d'un État palestinien, mais il a utilisé l'expression une patrie palestinienne. Et même ce langage, les Israéliens, leurs partisans, des libéraux à l'extrême droite, n'auraient pas accepté l'expression patrie palestinienne. Nous sommes encore à l'époque où la guerre de 1973 a eu lieu, lorsque Golda Meir était première ministre d'Israël. Et c'est elle qui a déclaré célèbrement « Les Palestiniens n'existent pas ». Nous sommes donc toujours dans cette mentalité. Il voulait donc résoudre tout le conflit avec le monde arabe. Il était clair qu'Israël n'allait pas accepter et Carter n'allait pas exercer suffisamment de pression sur Israël pour l'y contraindre. Il a donc abandonné toute l'idée. Une déclaration avait été publiée par les États-Unis et l'Union soviétique concernant la résolution de l'ensemble du conflit.
Les États-Unis sont revenus sur leur position et ont décidé que le mieux qu'ils pouvaient faire était de résoudre la dimension israélo-égyptienne du conflit. Car là, Israël avait un véritable intérêt matériel. Israël, comme l'a dit Moshe Dayan, qui était alors ministre des Affaires étrangères d'Israël, dans une formule célèbre, si vous enlevez une roue à une voiture, elle ne peut plus avancer. Et l'Égypte avait, c'est difficile à croire aujourd'hui, mais l'Égypte était alors la principale puissance du monde arabe. C'était la principale puissance militaire. Et l'idée était que si l'on pouvait retirer une idéologie héritée de Nasser, elle était en concurrence avec les Saoudiens. À cette époque, Oui, c'était le dirigeant à l'époque de Nasser, mais à la fin des années 70, mais tout au long de cette période, il y avait, vous savez, des expressions, il y avait un livre célèbre intitulé La guerre froide arabe. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur. Il était, je crois, le président de l'université arabe de Beyrouth, l'AUB. Son nom, peut-être me reviendra-t-il. Le livre s'appelait La guerre froide arabe. C'était la guerre froide entre les Saoudiens et les Égyptiens. Vraiment, vous savez, les Égyptiens et les Syriens contre les Saoudiens et les États du Golfe réactionnaires. Quoi qu'il en soit, il y avait une possibilité d'accord avec Israël. Cependant, à ce moment-là, la question palestinienne avait une énorme puissance symbolique. Ce n'était pas une puissance matérielle, c'était une puissance symbolique. Sadat, le président de l'Égypte, Sadat, avait besoin du soutien saoudien pour cet accord avec Israël. Saudi backing for this deal with Israel. Otherwise, he was going to be totally isolated in the Arab world. Sinon, il allait être totalement isolé dans le monde arabe. Il avait besoin de ce soutien saoudien. Alors Carter va voir les Saoudiens et leur dit « Nous avons besoin que vous souteniez la paix entre Israël et l'Égypte. » Les Saoudiens répondent « Nous ne pouvons pas le faire à moins que vous ne donniez quelque chose aux Palestiniens. » Et ce quelque chose devait être un État palestinien. Carter répond « Je ne peux pas vous l'accorder parce qu'Israël ne l'acceptera jamais. » Les Saoudiens disent alors « Nous ne pouvons pas soutenir l'accord à cause de ce pouvoir symbolique. » La question palestinienne résonnait dans le monde arabe. Et que se passe-t-il? Deux choses arrivent. Après la signature de l'accord, premièrement, l'Égypte est expulsée de la Ligue arabe. La Ligue arabe se réunit, l'Égypte est exclue, et deuxièmement, Sadat est assassiné. Sadat gets assassinated. He had walked too far out on the limb. Il était allé, il s'était trop avancé, et il ne pouvait plus revenir en arrière. Il avait besoin de ce soutien saoudien, parce que les Saoudiens entraîneraient tout le monde avec eux, sauf les Syriens. Il aurait pu rallier tout le monde avec eux. Donc maintenant, à une échelle bien plus réduite, les Saoudiens ont besoin de quelque chose. Quelque chose en ce moment, tu sais, il y a toutes ces rumeurs selon lesquelles les Français et les Saoudiens vont annoncer en juin leur soutien à un État palestinien. Oh oui, c'est vraiment pertinent maintenant. Un État palestinien totalement hors sujet. Donc les Saoudiens ont besoin de quelque chose. Je pense que ce sont les deux considérations pour Trump. A, l'accord avec l'Arabie Saoudite et ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Et B, ne pas avoir ce boulet de Gaza qui l'entrave comme cela a été le cas pour Biden. Weighing him down as it did Biden. You mentioned about vous avez mentionné le débat avec Piers Morgan. J'avais deux questions rapides à ce sujet. Premièrement, pensez-vous qu'il y a un changement chez Piers Morgan lui-même? Je veux dire, il a bien sûr invité des personnes des deux camps, mais nous savons tous qu'il était plus hostile envers un camp que l'autre. Et certaines personnes observent maintenant un changement. J'aimerais donc connaître votre avis là-dessus. Et pourriez-vous également commenter pourquoi vous avez choisi d'appeler Benny Morris, Benny cette fois-ci, alors qu'auparavant vous l'appeliez Professeur Morris? Y avait-il une intention particulière derrière ce choix? Eh bien, tout d'abord, je dois être juste concernant les faits. Parfois, les gens n'aiment pas quand je suis trop juste. Comme je le dis toujours, je pense que Chuck Schumer est quelqu'un de très intelligent.
Je le sais. Je connaissais sa réputation au lycée. Il était plus âgé que moi, mais je connaissais sa réputation. Je connaissais sa sœur, et la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. C'était vraiment une personne inoubliable, il n'y a aucun doute là-dessus. Je me souviens qu'une fois, j'étais en voiture avec des amis du lycée, et nous avons commencé à parler de la sœur de Chuck Schumer, Fran. We got to talking about Chuck Schumer's sister, Fran. And one person said, Et une personne a dit « Tout le monde aimait Fran ». and I said, really? Et j'ai répondu « Vraiment ?» The kind of D'habitude, c'est le genre de compétitivité et d'ambition qui fait ressortir, ambition and it brings out et elle était au sommet. Et quelqu'un a dit « Eh bien, ce qu'il y a avec Fran, somebody said, c'est qu'elle ne se mesurait pas aux autres filles de la classe. Elle se mesurait seulement à elle-même. she was just competing against Elle était tellement en avance sur tout le monde qu'il n'était même pas question de rivaliser avec ceux qui étaient derrière elle. with the people behind her. Donc, comme je l'ai dit, j'essaye d'être juste envers Chuck Schumer, même si j'ai trouvé que le livre qu'il a écrit c'était remarquablement mauvais. It was so remarkably bad. Nous avons une discussion approfondie de son livre avec le professeur Finkelstein sur notre chaîne, juste pour le mentionner. Just to plug that in. Once I was debating Alan Dershowitz. Une fois, je débattais avec Alan Dershowitz, et je faisais référence au livre dont il est mentionné comme l'auteur sur la couverture, et je n'arrêtais pas de dire « Est-ce lui qui a écrit le livre ?» Did he write the book? Je répétais The book « Le livre que vous prétendez avoir écrit. Le livre que vous prétendez avoir écrit. » Et finalement, il a dû réagir. Il a dit « Que voulez-vous dire par prétendez avoir écrit ?» claimed to have written. C'est là que j'ai compris que je m'aventurais sur le terrain de la diffamation, donc je devais faire très attention à mes mots. Il a menacé de vous poursuivre pour ça? For other things. Non, pour d'autres choses. J'ai dit que je devais être très prudent à ce sujet. Alors j'ai dit, professeur Dershowitz, pour votre bien, j'espère que vous n'avez pas écrit ce livre. Et c'est ce que je ressens avec Chuck Schumer. Pour son bien, j'espère qu'il n'a pas écrit ce livre épouvantable. Bref, je reconnais son intelligence. Je ne sais pas combien il en reste aujourd'hui, car il ne donne plus vraiment cette impression. Endured. You know, because he doesn't really come across now. Tu parles de Benny Morris. No. Chuck Schumer acknowledging. Non, 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 non. Chuck Schumer, il l'a reconnu. Donc de la même manière, tu me posais des questions sur Piers Morgan, et j'ai dit que je devais être juste sur ces choses-là. C'est le seul, dans une émission relativement grand public, qui m'a invité au cours des 19 derniers mois. C'est exact. Le seul. Suis-je passé à la télévision grand public? Non. Suis-je passé sur des chaînes comme MSNBC? Suis-je passé sur des émissions de gauche? MSNBC. Have I been on any liberal programs? You know? Al Jazeera vous a invité. Yeah, but I wouldn't put that. Oui, mais je ne compterai pas ça. Je parle du monde occidental, tu sais. Est-ce que j'ai participé à des émissions comme celle de Stephen Colbert ou d'autres du genre? Non. Any of these? No. Zeteo. Is it Teo? No. No, I've not been on any. Zateo, non. He had me Non, je n'ai jamais participé à aucune. Et il m'a invité, je crois, je peux me tromper, mais je crois que c'était la 8e fois qu'il m'invitait dans son émission. Donc je dois le reconnaître. Et il a toujours été respectueux envers moi. Il ne me traite pas comme un fou marginal. Mais concernant le changement, comme je l'ai dit, tout le monde a changé maintenant. Je pense que, comme je l'ai dit, il y a une peur de ce qui va arriver ensuite, que l'Israël va tenter ce qu'on appelle la grande seconde Nakba. Et donc maintenant, tout le monde devient beaucoup plus, je veux dire, même Ursula von der Leyen, la soi-disant princesse nazie, la présidente de la Commission européenne, même elle critique Israël. European Commission. Even she's criticizing Israel. So I would say he falls within that. Je dirais donc qu'il fait partie de ce groupe de personnes occupant des postes importants qui ont changé d'avis. Maintenant, si vous demandez à Piers Morgan, il dit que c'est parce que les faits ont changé. Eh bien, je ne crois pas que les faits aient changé du tout. Le même ordre qui a été donné au début du mois de mars 2024, aucune nourriture, carburant, eau, électricité ne sera admis à Gaza,
a été exactement le même ordre donné le 9 octobre 2023. Les faits n'ont pas changé. Avec tout le respect que je dois à Piers Morgan, pendant 19 mois, il a affirmé qu'Israël utilisait une force disproportionnée. À mon avis, ce n'est pas correct. Israël utilisait une force proportionnée. Israel was using proportionate force. Proportionate to a genocide. Proportionnée à un génocide. Il existe un cliché, pas tant un cliché, mais plutôt une version simplifiée de la théorie de la révolution scientifique de Kuhn, qui dit essentiellement que vous avez un paradigme, puis toutes sortes d'anomalies commencent à apparaître. Des anomalies que le paradigme ne peut pas intégrer. À un certain moment, les anomalies deviennent si nombreuses que le paradigme s'effondre et qu'il faut en adopter un nouveau. Donc, partant de l'idée qu'une guerre se déroulait à Gaza, toutes ces anomalies commencent à apparaître. Le nombre de soignants tués sans précédent, le nombre de journalistes tués sans précédent, le nombre de travailleurs de l'ONU tués sans précédent. Les médecins étrangers témoins oculaires affirment que des enfants sont visés à la tête et à la poitrine. 90% des habitations civiles sont détruites. Des attaques systématiques contre les hôpitaux. À un certain moment, toutes ces anomalies sans précédent doivent vous obliger à vous poser la question, le paradigme de la guerre est-il le bon? Est-ce le bon cadre pour comprendre ce qui se passe à Gaza? Et une fois que vous reconnaissez, comme cela me semble désormais indéniable, le véritable paradigme, c'est un génocide. Et dans ce cadre, la force utilisée est absolument proportionnée à l'objectif. L'objectif à Gaza n'est pas de neutraliser ou de vaincre votre adversaire militaire. Ça, c'est la guerre. L'objectif est de vaincre ou de neutraliser votre adversaire militaire. C'est une guerre. Mais ce n'est pas une guerre à Gaza. Il n'y a pas d'adversaire militaire. Il n'y a plus de soldats israéliens tués. Il n'y en avait même pas au début. C'était moins d'un par jour pendant la première moitié de l'année. C'était moins d'un par jour. Maintenant, je doute même qu'il y en ait un tous les 15 jours. Donc, en affirmant que la force utilisée, comme Piers Morgan l'a répété pendant 19 mois, était disproportionnée, on partait du principe qu'Israël menait une guerre, ce dont il était catégorique. Il répétait qu'Israël avait le droit de se défendre. Israël ne se défendait pas. Israël commettait un génocide, ce qui est très différent. Donc je dirais que je dois rendre à César ce qui est à César. Il était prêt à m'inviter, mais je ne peux pas dire, je ne peux pas calculer, je ne sais pas quel type de pression était exercée sur lui. Donc, subissait-il des pressions pour ne pas m'inviter et il continuait à le faire? Ou bien il n'était pas sous pression et c'était simplement bon pour l'audience? Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Mais je dirais, parce que c'est juste, comme avec Chuck Schumer, je dirais qu'il est intelligent. Je ne vais pas le nier. Je dirais qu'il m'a invité, et personne d'autre ne l'aurait fait. C'est un fait. J'ai écrit la seule histoire politique de Gaza, une histoire académique de Gaza. Il y a quelques autres choses, mais il n'y a pas de recherche sérieuse. Donc on pourrait penser que, rien que pour ces raisons, je serais la première personne à consulter. Saharoui a écrit la seule histoire économique, sérieuse et complète sur le sujet. Donc lorsque des questions se sont posées, prenons un exemple évident. On a répété maintes et maintes fois que si Gaza était déjà un cas désespéré sur le plan économique avant le 7 octobre, c'était toujours parce que, disait-on, le Hamas avait détourné l'argent. N'est-ce pas? Qu'ils avaient mal utilisé l'aide, ils auraient dû lui demander à elle. Elle aurait été la première personne à consulter. Elle a les qualifications, elle a fait ses études de premier cycle à Harvard, elle a obtenu son diplôme de troisième cycle à Harvard, elle travaille au Centre du Moyen-Orient à Harvard, donc elle a toutes les références nécessaires.
Je ne l'ai vu consulter nulle part. Je pense qu'ils auraient simplement dû vérifier son livre, c'est ce que j'ai fait. Si vous regardez le livre, elle a une nouvelle, enfin c'est plus vraiment nouveau, mais elle a une nouvelle préface, une préface très longue, datant de 2018, quelque chose comme ça. Et si vous examinez tous les rapports économiques, il y en avait un seul rapport parmi des centaines, voire des milliers, qui disait que la corruption ou la mauvaise gestion du Hamas était un problème. Pas le principal problème, mais un problème. Tous les autres disaient la même chose, c'était le blocus. Gaza était un cas désespéré sur le plan économique à cause du blocus. Mais ils ne lui ont pas demandé. Et personne, mon livre ne l'a jamais mentionné. C'est le seul livre, ça n'a jamais été mentionné. Vous verrez des listes de lecture, vous verrez que la London Review of Books publie un grand nombre de critiques de livres, la New York Review of Books sur Gaza, vous savez, de nouveaux livres, jamais mentionnés. Donc face à tout cela, le fait que premièrement Piers Morgan m'ait invité, et deuxièmement qu'il m'ait traité avec respect, c'est vrai. Je dois le reconnaître, c'est un fait. Quant à ma façon de m'adresser à Benny Morris, c'est drôle que vous posiez la question sur pourquoi je l'appelais Benny. Parce que lors de ce premier débat fameux ou infâme entre Wayne Robani et moi d'un côté, et Benny Morris, Nothing Called Destiny de l'autre, c'était dans l'émission de Lex Friedman. Quand le programme s'est terminé, c'était un marathon. Ça a duré 5 heures, je crois. Oui, je crois que c'était 5 heures. Ou bien 3 heures. 4 Isaac. 4 heures et quelques. Donc Muan et moi étions, d'ailleurs, à la fin du débat, Benny Morris est venu vers Muan et moi pour nous serrer la main. J'avais décidé que je ne lui serrerais pas la main. Si ce moment arrivait, je ne le ferais pas. Il avait juste l'air tellement bonhomme comme un oncle. Et physiquement, il n'était pas impressionnant. Alors j'ai oublié, je l'ai simplement serré. Et nous sommes sortis tous les trois ensemble. Maintenant, vous pourriez demander, qu'est-il arrivé à cette chose qu'on appelle le destin? Eh bien, après que nous soyons sortis, il est descendu. Et je n'oublierai jamais, il marchait. Je ne l'ai vu que de dos, mais il avait une démarche très hésitante, comme si ça l'avait frappé. C'était un désastre. Cette chose qu'on appelle le destin et sa planche Ouija qui me rendait fou, comme s'il essayait de faire léviter la table. Il était avec son... Quoi qu'il en soit, quand nous sortions, Muan s'est tourné vers moi et il m'a dit « Norman, c'était vraiment drôle ce que tu as fait en changeant son nom. » J'ai dit « Muan, de quoi tu parles ?» Muan a dit « Tu n'arrêtais pas de l'appeler par un autre nom. » J'ai dit « Muan, de quoi tu parles ?» Je n'avais aucune idée d'avoir fait ça. Ce type m'a vraiment tapé sur les nerfs. Vous savez, les jeunes générations ont inventé l'expression « trigger ». Ce type m'a vraiment déclenché. Je veux dire, c'est un bouffon complet. Donc, je ne m'en rendais pas compte. Et de la même manière, avec Benny Morris, je savais pas que je l'appelais Benny, au lieu de professeur Morris. Mais je le trouvais vraiment insupportable. Vraiment. Vous savez, c'est un mystère pour moi. Honnêtement, c'est un mystère. J'en ai parlé avec Muan. J'en ai parlé avec Jamie Stern Weiner. Pourquoi quelqu'un détruirait-il sa carrière de cette façon? Ou l'héritage intellectuel. Peut-être que la carrière n'est pas détruite. Si vous retourniez la caméra ne serait-ce qu'un instant, alors, ici sont posés ces livres, n'est-ce pas? Vous verrez que j'ai 3 versions, 3 exemplaires différents d'un même livre, 2 exemplaires différents d'un autre livre. Je les ai tous lus plusieurs fois. Et qu'est-on censé en conclure? J'ai même, croyez-le ou non, ces index très élaborés que j'ai créés. Tout cela est tapé à la machine, indexant ces livres. Non, tout est tapé, c'est-à-dire que je m'assois, je recopie de longs passages, et cela continue encore et encore. Rappelez-vous, la recherche académique est en fin de compte un acte de foi. On ne peut pas revenir en arrière et vérifier chaque source d'archives. Il a effectivement fouillé les archives.
Et au final, on se fie à la bonne foi, à l'idée qu'il a fidèlement retranscrit ce qu'il a trouvé. Mais ensuite, quand il ment sans relâche, la seule conclusion rationnelle est peut-être que tout ce qu'il a écrit auparavant est aussi un mensonge. Pourquoi supposer qu'il disait la vérité à l'époque? Vous ne pouviez pas vérifier les sources. Et c'est quelque chose d'effrayant pour un chercheur. C'est effrayant, mais il sabote toute sa réputation. Il la sabote. J'ai toujours écrit, depuis le premier jour, qu'il y avait un agenda politique dans le travail de Maurice. Mais malgré tout, il y avait de vraies recherches et une vraie valeur. Mais maintenant, il remet en question toute son histoire académique, toute sa carrière de chercheur. Israël n'attaque que le Hamas. C'est comme ça qu'il commence. Il y a peut-être quelques brebis galeuses, mais ce ne sont que des exceptions. Qu'il n'y a pas, comme il l'a dit lors du débat avec Lex Fridman, qu'il n'y a pas de famine à Gaza. Et il l'a répété. Et cette fois, Piers Morgan a dit, « Si vous n'autorisez aucune nourriture à entrer pendant 2 mois, que pensez-vous qu'il va se passer? » Il a dit que suffisamment de nourriture arrivait. Oui. Et quand Piers Morgan l'a attaqué, il est resté silencieux. Il est resté silencieux. Il a dit qu'Israël voulait construire un centre de distribution dans le Nord. Vraiment? Alors qu'Israël vient de lancer une nouvelle opération militaire il y a quelques jours pour nettoyer le Nord? Donc ils vont construire un centre de distribution là-bas? Qu'il n'y avait pas de sondage. J'étais mentalement déséquilibré quand j'ai dit qu'il y avait un sondage qui disait que la moitié des Israéliens soutiennent le génocide. Donc, le sondage de l'université Penn State. En fait, ce n'était pas Penn State. C'est un malentendu. Penn State a commandé le sondage. Il a été réalisé par un institut de sondage israélien réputé. C'était un institut israélien, très réputé, à ce qu'on m'a dit. Et cela a été rapporté partout. En fait, cela a d'abord été rapporté dans Haaretz, l'édition hébraïque, à laquelle Maurice lui-même a souvent contribué. Mais il a dit que c'était un mensonge total et un exemple de mon instabilité mentale. Chaque mot qui sortait de sa bouche était un mensonge. Ce n'est pas comme si j'avais une telle estime pour les professeurs que je découvre soudainement qu'il n'est qu'un imposteur. Alors je l'ai appelé Benny. Probablement inconsciemment, je venais simplement de perdre tout respect pour lui. À un moment donné, j'ai dit, tu t'es rabaissé au niveau d'un négationniste de la Shoah. Et puis j'ai dit, Benny, essaye juste 1 minute de ne pas mentir. Essaye juste 1 minute de ne pas mentir. Je trouve cela vraiment, c'est un vrai mystère pour moi. Il avait fait un travail solide et maintenant il jette une ombre sombre sur tout. Et quelle est exactement sa motivation? J'entends des gens dire différentes choses. Je ne suis pas sûr. Juste pour changer un peu la conversation, et je vais bientôt conclure, en parlant de ce qui te déclenche. Comme tu l'as dit, je t'ai aussi provoqué aujourd'hui hors caméra, et nous avons eu un débat à propos de ChatGPT. À mon avis, il s'agit vraiment d'une question d'enseignement et de la manière de développer le capital humain. Je ne pourrais jamais, vous savez, je sais que vous êtes en partie économiste de formation, mais je suis révolté, tout mon être se révolte contre des expressions comme capital humain. Ce sont des êtres humains. Excusez-moi, si vous pouviez expliquer à nos téléspectateurs pourquoi vous vous êtes emporté contre moi, je pense que cela pourrait intéresser beaucoup de monde. Quand je peux le faire, et c'est une nuance cruciale, quand je peux, j'enseigne. Je n'ai jamais enseigné de façon régulière. Je n'ai jamais été titulaire. J'enseignais semestre après semestre. On vous embauche, on vous licencie, vous n'avez rien à dire là-dessus.
Vous découvrez 1 ou 2 semaines à l'avance s'ils ont besoin de vous ou non. Mais d'un autre côté, parce que j'étais pas titulaire, sauf pendant cette période terrible à partir de 2007, quand on m'a refusé la titularisation et que j'ai été effectivement mis sur liste noire jusqu'en 2019 environ, ça a été une période très sombre de ma vie. J'ai enseigné par intermittence, mais comme j'étais vacataire, on me donnait les pires cours à enseigner, c'est-à-dire ceux avec beaucoup d'étudiants, ce qui signifie beaucoup de copies à corriger. Et donc, j'ai probablement eu plus d'expérience d'enseignement que les professeurs titulaires. Vous savez, un professeur titulaire donne 2 cours un semestre, un cours disons à NYU, 2 cours un semestre, un cours le semestre suivant, puis il bénéficie d'un congé sabbatique tous les 3 ans pour faire de la recherche. Leurs cours sont, sérieusement, eh bien vous le saurez parce que vous êtes à l'université de Chicago. Demandez-leur, combien d'étudiants y a-t-il dans votre classe? 6, 8, 10? Quand j'enseigne, c'est 30, 35, parfois 2, parfois 3 cours par semestre. J'ai donc beaucoup d'expérience en enseignement. Maintenant, l'IA est devenue un vrai défi pour moi ce semestre. C'est devenu un défi parce que, auparavant, d'abord, il était assez facile de détecter le plagiat. C'était pas si fréquent, c'était un problème, mais on ne pouvait pas parler d'épidémie. Et ensuite, il y avait des moyens de contourner le problème. Donc, si vous avez une question très ciblée pour un devoir, il serait difficile de trouver une source qui puisse, pour ainsi dire, combler le vide d'un devoir de 3 ou 5 pages. Or, quelle que soit la précision de la question, et vous en conviendrez, je vous ai donné des exemples de questions très ciblées. Par exemple, comment répondriez-vous? Quelle serait la meilleure réponse à la soumission des îles Salomon à la Cour internationale de justice dans l'affaire des armes nucléaires de 1986? Et comme je vous l'ai montré à l'écran, un devoir complet apparaît si vous saisissez cette question dans ChatGPT. Un devoir entier est rédigé. Cela a donc posé un véritable défi. Et pour relever ce défi, il y avait 2 obstacles majeurs. Tout d'abord, cela demande beaucoup de temps. Vous devez vous asseoir avec un étudiant et passer le devoir ligne par ligne en demandant « Qu'est-ce que ça signifie ?» Lis la phrase suivante. Que signifie cette phrase? Lis la phrase suivante. Que signifie cette référence? Lis la phrase suivante. Parce que les étudiants campent sur leur position. Ils sont très sûrs d'eux, convaincus de pouvoir franchir les obstacles grâce à l'IA qu'on ne pourra pas les retrouver. Donc il y a l'intensité du travail, mais il y a aussi autre chose. Cela crée une énorme animosité entre vous et l'étudiant. En 40 ans d'enseignement, je n'ai jamais eu une relation aussi acrimonieuse avec plusieurs étudiants. Pas un, plusieurs, à propos de ce sujet. Je persistais, et eux aussi. Ils campaient sur leur position. Si je n'avais pas l'âge que j'ai, c'est-à-dire 71 ans, si j'étais au début de ma carrière, je ne pourrais pas le faire. Parce que quand on est vacataire, on dépend de ce qu'on appelle les évaluations des étudiants. You are dependent on what are called the student evaluations. And if enough students start giving you zeros, et si suffisamment d'étudiants commencent à vous mettre des zéros, ce qui est leur façon de se venger de l'interrogatoire et au final de l'humiliation qu'ils ont dû subir de ma part, j'en souffrirai de manière marquée, palpable, dans les évaluations des étudiants, même si je n'aimais pas ça. Je savais que j'allais recevoir beaucoup de zéros. Sur une échelle de 1 à 10, comment le cours du professeur était-il structuré? 0. Comment était le professeur? Vous voyez, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Je n'aime pas ça. Ça me fait me sentir mal. Quoi qu'il en soit, nos différences se résument à cette expression que vous avez utilisée, capital humain. Pour vous, tout cela est une sorte de question mécanique. Vais-je investir mon temps et mon énergie à traquer cette falsification de votre travail? Vais-je l'investir? Ou bien, vous savez, j'ai des choses plus importantes à faire. L'étudiant a triché. Qui s'en soucie? Passons à autre chose.
The student cheated. Who the hell cares? Let's move on. And Juste pour préciser, afin que vous ne me déformiez pas, je pense que ce n'est pas seulement parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Je crois vraiment que la véritable éducation, en s'éloignant du cadre de la construction du capital humain, la véritable éducation d'une manière plus chomskienne, ou selon Wilhelm von Humboldt, vient de cette motivation intérieure, de cette inspiration à s'intéresser aux choses et à lire, plutôt que d'être surveillé et forcé à faire quelque chose. Look. That's Écoutez, écoutez, écoutez. C'est ça l'idéal. Et vous m'avez traité de bourgeois pour avoir cela. C'est un idéal. Bien sûr que c'est l'idéal. J'ai un étudiant formidable. J'ai beaucoup d'étudiants formidables. Ils peuvent rivaliser avec n'importe qui à l'université de Chicago, et je pense qu'ils l'emporteront. J'avais donc un étudiant, Lucan Sendara, je donne son nom, un étudiant brillant, et je parlais avec lui des dilemmes de l'IA, et sa réponse m'a frappé. Il m'a dit, « Pourquoi voudrais-tu utiliser l'IA? Ça enlève tout le plaisir d'écrire un mémoire. J'aime montrer mes connaissances. C'est l'ego. Je veux montrer tout ce que je sais. » Et j'ai vraiment admiré cette réponse. C'était comme un artiste. Un artiste utiliserait-il l'IA? Bien sûr que non. Un artiste veut créer. Il a ce désir intérieur de créer. they have that inner drive to create. They're not gonna Ils ne vont pas s'approprier une chanson créée par une IA. Et ils aiment l'idée de mettre en avant, pour être admirés, leur capacité créative. Voilà l'idéal. Mais pour la plupart des gens, un fossé sépare l'idéal de la réalité. Pour eux, ce n'est qu'un travail pénible qu'ils doivent accomplir pour obtenir leur diplôme. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important à maintenir un certain niveau d'exigence. Je dis aux étudiants, n'utilisez pas l'IA avec moi. Ça ne marchera pas. J'ai la réputation de retrouver les travaux de ceux qui n'ont pas fait ce qu'ils prétendaient avoir fait. Mais j'ajoute que j'ai encore des souvenirs très vifs de la fac. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire pour obtenir des notes que je ne méritais pas. Alors je leur dis, je ne vais pas faire semblant d'être plus vertueux que vous. Vous réécrivez le devoir et il n'y aura pas de sanction. You just rewrite the paper and no penalty. Just rewrite the paper. So I do every... Réécris simplement le devoir. Donc je fais tout ce que je peux pour être juste, mais je dis aux étudiants que je n'enseigne pas pour l'argent. J'enseigne parce que je crois en l'enseignement. Et je ne vais pas faire semblant que le travail que tu as rendu est le tien. Ce n'est pas le cas. Et je pense au professeur Chomsky, qui prenait la profession d'enseignant tellement au sérieux que cela te terrifierait. Chomsky, en linguistique, ce n'est pas seulement une réussite ou une conquête intellectuelle. Je ne connais rien à ce domaine. Rien. Zéro. Je n'aurais jamais osé lui demander. Je sais que la réponse n'aurait pas été positive, donc je m'en suis tenu à l'écart. Ce n'était pas seulement une réussite, une réalisation ou une conquête intellectuelle. Il a créé un domaine. Tu sais ce que ça signifie? Des centaines d'étudiants en doctorat à travers le monde ont créé des départements parce qu'ils étaient ses élèves. Tu imagines combien de thèses cela représente? Do you know how many dissertations that means? He had to have read in every country. Il a dû lire dans tous les pays du monde. Il y en a 1, 2 ou 3, même au Brooklyn College, à la City University. 2 de mes amis maintenant, John Nissenbaum et Sam Axt. Je peux prononcer son nom de famille. Sam, il est palestinien, John est juif, et ils travaillent ensemble. Ce sont tous les deux des élèves de Chomsky. Je veux dire, littéralement, ils ont été ses étudiants. Il a lu leur thèse. Partout où vous allez, un étudiant de Chomsky, un étudiant de Chomsky, un étudiant de Chomsky. Mais pas dans le sens de un disciple d'eux, comme quelqu'un qui a lu quelques livres et s'en inspire. Non, littéralement, ses étudiants. En plus de ces 10 000 autres réalisations, le professeur Chomsky a créé un domaine au double sens. La percée intellectuelle, mais aussi la création physique de départements par ses étudiants. Donc je ne pense pas qu'il aurait accepté un article écrit par une IA. Il ne l'aurait pas fait.
Oui, je ne pense pas que nos divergences portaient sur la question d'accepter ou non un article sur l'IA. Il s'agissait plutôt de savoir si ces étudiants du professeur Chomsky étaient devenus ses élèves, parce que, premièrement, ils étaient au MIT, et deuxièmement, ils étaient probablement davantage inspirés par le professeur Chomsky. Totally correct. You didn't have to face that problem. But Totalement exact. Vous n'avez pas eu à faire face à ce problème. I don't fault them. And actually, Mais aujourd'hui, lorsque vous enseignez, il y a un grand nombre d'étudiants qui veulent simplement obtenir ce diplôme. Je ne leur en veux pas. Et en fait, à mon avis, ce genre d'attitude utilitariste peut être surmonté si votre enseignement est suffisamment stimulant. Si vous tenez vraiment à toucher les jeunes esprits, alors quelle que soit leur approche utilitariste en entrant dans la salle de classe, vous pouvez réussir à faire fonctionner leur esprit. Leur esprit, je ne sais pas comment, à l'ère des iPhones, des réseaux sociaux et des ragots institutionnalisés qui passent pour un travail intellectuel. Vous m'avez parlé d'un commentateur en particulier qui lit 2500 comptes Twitter par jour. Twitter accounts a day. Twitter is just gossip. It's not, Twitter, ce n'est que des ragots. not the Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas la construction d'une pensée élaborée. Un tweet, c'est à la pensée ce qu'un row est à une sonate. Donc malgré tout ce vacarme, l'esprit reste agile. Il y a eu de nombreux cours après lesquels je rentrais chez moi en me disant « Mince, ces étudiants sont vraiment bons » et je leur envoyais un mail groupé sur ce qu'on appelle Blackboard en disant « Super cours ». Bien sûr, il y a eu de mauvais cours. Parfois, je me blâmais moi-même. Il y a eu de mauvais cours. Mais même avec une attitude utilitariste, on peut les atteindre. Mais parfois, même si on les atteint, la paresse s'installe. Ah, je vais juste aller sur l'IA, et je me battrai contre ça. I'll just go on AI. And I'll fight it. Je pense que le dernier point ici, qui pourrait intéresser les téléspectateurs, sur l'aspect utilitariste, c'est ce point catégorique que vous avez décrit plus tôt, à savoir, je ne l'utiliserai pas parce qu'il s'agit de montrer mes connaissances, ou parce qu'il s'agit d'être plus fidèle à moi-même qu'à quiconque. To myself more than anyone I don't else. think it's faithful. Je pense pas que ce soit une question d'utilité. Like the joy Il m'a vraiment hanks, is niet een burning voor het tonen point. discovering what he's capable of. Yeah, so Oui, donc il y a cet aspect très catégorique. Et puis il y a l'aspect utilitariste, ce que je ne reproche pas. I don't blame. First of all, schools Tout d'abord, l'école est chère. Ensuite, je veux dire, à mon époque, l'école était gratuite. L'université de la ville était gratuite. L'université d'État était gratuite. Gratuite. G-R-A-T-U-I-T-E. Ensuite, personne, je vous le dis, personne, à part les étudiants en prépa médecine, personne à part les prépa médecine, ne pensait jamais au travail. En prépa médecine, il fallait faire la biochimie, la chimie organique, la chimie inorganique. Il y avait pour entrer en fac de médecine. Donc ça commençait dès la première année, d'accord? Pour tout le reste, on ne pensait jamais à un boulot. Jamais. Jamais. Vous savez pourquoi? Never. You know why? Il y avait des emplois. There are jobs. We always knew when we graduated. Il y avait des emplois. Nous savions toujours que lorsque nous serions diplômés, lorsque nous serions prêts à travailler, nous trouverions un emploi. Tuition, On n'y pensait même pas. fear of a job. Donc pas de frais de scolarité, pas de crainte de ne pas trouver de travail. Never asked you. Les parents ne demandaient jamais quelle était votre spécialité. Mes parents, le dernier jour, ont demandé quelle était la spécialité de Norman. Why should they care? Je n'en ai aucune idée. Ils s'en fichaient. But it was free. Pourquoi s'en soucierait-il? C'était comme une colonie de vacances, mais gratuite. 4 ans, sans frais, et il trouvera un emploi. Aucune inquiétude. Il trouvera un emploi. Young people, Les jeunes aujourd'hui font face à des frais de scolarité astronomiques. tuition, Pas d'emploi. À moins de trouver une correspondance exacte entre leur spécialité et le métier qu'ils veulent exercer plus tard. between their Vous savez, c'est pour ça que les spécialités sont aujourd'hui complètement folles. want later. Complètement folles. That's why the J'ai jamais vu de spécialité comme ça. Quelle est ta spécialité? never seen major Design graphique. graphic design. Je veux dire, le design graphique est en fait l'une des spécialités les plus sérieuses. Actually, one of the Des spécialités complètement dingues.
Parce que l'université est devenue une école professionnelle. Ce n'est plus l'université. L'université signifiait ce qu'on appelait à l'époque une formation en arts libéraux. Maintenant, Ray agit de l'emploi. Maintenant, il ne s'agit plus que du marché du travail. C'est l'école professionnelle. Donc je ne leur en veux pas d'être utilitariste. Je comprends d'où ça vient, mais même avec ça, je crois qu'on peut toucher les élèves. On peut encore les atteindre si on se soucie vraiment de sa matière. On peut les atteindre au moins un bon 90%. Il y en aura toujours quelques-uns pour qui c'est sans espoir, je le sais, mais un bon 90%. Et on peut avoir une classe vivante, intellectuellement curieuse. Il y a eu ce moment où tu m'as dit, je paraphrase, que je cédais mes facultés mentales à la volonté de la machine. Et moi, je t'ai traité de chevalier. L'exemple que j'ai donné, c'est que j'utiliserai l'IA pour rédiger ma demande de subvention linguistique inutile, mais jamais pour écrire ma thèse ou mon article. Pour toi, c'est non dans les deux cas. Qu'en penses-tu? À mon avis, ton esprit est petit à petit pris en main. Et tu dois faire preuve d'une discipline maximale pour empêcher que ton esprit soit accaparé. Je sais que je vais te dire quelque chose et tu vas penser ce type est complètement fou. Si j'écris un email et que j'écris October, O-C-T-B-E-R, je veux dire octobre, d'accord? Et que le correcteur orthographique intervient immédiatement pour corriger en October, tu vois? Je ne l'utilise pas. Nous avons vécu cette expérience aujourd'hui quand j'ai dit « C'est l'IA, ne t'inquiète pas pour l'orthographe, elle comprend. » Et tu as répondu « Je sais, mais j'y tiens. » Oui, je ne laisserai jamais la machine prendre le contrôle de mon orthographe. Je ne le ferai pas. Parce que je sais, vous savez, Trotsky a dit un jour, Léon Trotsky, le révolutionnaire russe, a dit que les êtres humains sont intrinsèquement paresseux. Et il a dit que c'est une bonne chose. C'est ce qui les pousse à innover, à progresser technologiquement, et ainsi de suite parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas ça, non, c'est pas c'est. Ils ne veulent pas faire le travail ingrat. Donc c'est une bonne chose. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que ça devient très séduisant de laisser la machine remplacer ceci, puis cela, et encore ceci et cela. Et avant même de s'en rendre compte, la machine remplace votre esprit. Et je ne laisserai pas cela arriver. Jusqu'à ma tombe, je continuerai à corriger moi-même mon orthographe. Je suis content qu'elle m'avertisse que j'ai fait une erreur. And that is step with quizery. Je voudrais terminer en posant une seule question à propos de votre dernier livre. Je brûlerai ce pont quand j'y serai. Noam Chomsky écrit qu'il est cruellement nécessaire et réalisé avec la verve et la précision habituelle de Finkelstein. Et Cornel West écrit « Ce livre est à la fois brillant et courageux. » Vous avez récemment rédigé une préface pour la seconde édition. Si vous pouviez nous dire, en écrivant cette préface, vous avez sans doute repensé le livre et sa pertinence dans le contexte actuel. Qu'est-ce qui vous a particulièrement frappé? Je l'ai lu, et j'ai trouvé qu'un point important que vous soulevez est cette question des politiques identitaires, que vous qualifiez de fausse gauche, par opposition à la vraie gauche. Il est fait mention de ces deux termes. Donc, si vous pouviez nous expliquer pourquoi il est important pour la gauche de se dissocier de ce type de politique identitaire, je suis sûr que cela intéresserait nos spectateurs. Et je me demandais si vous pouviez lire quelques lignes de ce paragraphe, car j'ai vraiment apprécié ce que vous avez écrit à propos des politiques identitaires. Eh bien, dans le paragraphe précédent, j'ai dit qu'en tant que jeune homme, et jusqu'à aujourd'hui, il m'est profondément inspirant que la gauche historique,
et je ne considère pas la gauche comme un ensemble fixe de positions. Je pense qu'il existe ce qu'on pourrait appeler une tradition de gauche, et je continue d'adhérer à cette tradition de gauche tout en reconnaissant que beaucoup de choses ont changé. Et beaucoup des positions, pour ainsi dire, fixes de la gauche ne sont plus applicables à la situation actuelle. La gauche consiste en une tradition, historiquement, certaines positions fixes, dont, comme je l'ai dit, la pertinence aujourd'hui est sérieusement remise en question. Mais c'était aussi une position d'ordre humain, un type humain. A human type. The left, it stood on the shoulders. La gauche s'est appuyée sur les épaules des Lumières européennes et sur celles de la culture européenne. Hier soir, je lisais ici le dernier volume des œuvres complètes de Rosa Luxemburg, traduites en anglais. Il y a beaucoup de choses admirables dans la lecture de la grande Rosa Luxemburg, mais l'une des choses frappantes, c'est la facilité avec laquelle elle fait référence à l'histoire, à l'économie, à la littérature. Sans prévenir, elle cite Le Marchand de Venise de Shakespeare, puis Goethe, encore une citation, encore une autre. Ils avaient assimilé les sommets de la culture européenne et l'étendue du savoir humain. Cela me rappelle Marx. Voilà. It reminds me of Marx. Right. But and then beyond that, because I was reading Marx today also. Et au-delà de cela, parce que je lisais Marx aujourd'hui aussi, une biographie de Marx, je feuilletais simplement quelques pages, la volonté de se sacrifier, y compris jusqu'à donner leur vie pour la cause, l'acceptation du fait qu'ils mourront dans la lutte, et cela ne les trouble jamais. Rosa Luxemburg, que je cite, dit, elle écrit à une amie, « J'espère vraiment mourir à mon poste dans un combat de rue ou en prison. » Or, Rosa Luxemburg était très menue, physiquement très petite et frêle. Elle avait un handicap à la hanche, et elle est morte de la façon la plus atroce. Les précurseurs des nazis, ce qu'on appelait les Freikorps, pendant et après la Première Guerre mondiale, l'ont attrapée et l'ont battue. Une femme qui a assisté à la scène a dit « Je n'avais jamais de ma vie vu quelqu'un se faire battre comme ça. » Et vous pensez à Rosa, avec toute sa connaissance, toute sa délicatesse, tout son raffinement, porté par l'héritage de toute la culture européenne, se faisant battre et battre encore par cette brute d'homme. Et tous acceptaient que tel était leur destin en tant que révolutionnaires. J'ai mentionné le fait d'être porté par la culture européenne et j'ai cité Lénine. Un jour, il écoutait la Passionata de Beethoven, et Gorky, le romancier russe, conversait avec lui. Et Lénine a écrit « Je pourrais écouter la Passionata de Beethoven tous les jours. Je suis souvent incapable d'écouter de la musique. » I'm often unable to listen to music. It gets on my nerves. I would like to... Ça me tape sur les nerfs. J'aimerais caresser mes semblables et leur murmurer des mots doux à l'oreille pour avoir su produire de si belles choses malgré l'enfer abominable dans lequel ils vivent. Pourtant, aujourd'hui, il ne faut caresser personne, car les gens ne feraient que vous mordre la main, frapper sans pitié. Bien que, théoriquement, nous soyons contre toute forme de violence, c'est en réalité une tâche infernalement difficile. Vous savez, c'était la tradition. Cela m'a inspiré à l'époque quand j'étais un gamin de 18 ans, et cela m'inspire encore aujourd'hui alors que je me dirige vers mes 80 ans si j'y arrive. Et puis il y a cette chose qu'on appelle la cancel culture, le wokisme. Et donc le passage que vous, qui est aussi venu au nom de l'activisme, c'est ironique parce que vous parlez d'agir, n'est-ce pas? Quand vous citez la volonté de Lénine ou de Rosa d'aller au front et même de mourir, dans le cas de Rosa, c'est votre volonté d'agir. Et ironiquement, la politique identitaire a aussi brandi le drapeau de l'activisme, mais vous avez écrit quelque chose de frappant à ce sujet. You wrote something that was striking there. Identity politics is cut from a different cloth. La politique identitaire est d'une toute autre nature. Il ne s'agit pas du travail fastidieux d'éducation et d'organisation. Il s'agit de likes, de partage et de vues. Il ne s'agit pas de lire, de faire des recherches et de raisonner. Il s'agit de tweets, de mèmes et de hashtags.
On ne trouve plus ces leaders, comme autrefois, dans le comté de Harlan, à organiser une grève de mineurs ou dans les tranchées d'Espagne à défendre la République. Les leaders de la politique identitaire se retrouvent aujourd'hui à un prestigieux festival d'idées à Aspen ou à une soirée antiraciste dans les Hamptons. Leur conception du sacrifice pour la cause consiste à facturer seulement 15 000 $ pour une session en ligne de jargon psychologique ou à toucher 50 000 $ d'honoraires pour une conférence publique de pseudo-psychologie. Et je continue en disant ce qu'ils produisent. Prenez le cas d'Ibramixis Kendi. Il a pondu 13 livres, comme il les appelle, à partir de sa bouillie « Comment devenir un antiraciste ». Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne sorte la trilogie. Comment devenir une poignée de porte antiraciste? Comment devenir une lunette de toilette antiraciste? Et comment devenir une ampoule antiraciste? C'est pas que ce soit pas sérieux, c'est juste totalement ridicule. Je te disais aujourd'hui que, dans la tradition historique de la gauche, il y avait ce qu'on appelait la question de classe ou la question sociale. Ensuite, en lien avec cela, il y avait la question nationale, ce que nous appellerions aujourd'hui l'autodétermination nationale, la question nationale. Il y avait la question des femmes, il y avait la question juive, il y avait la question noire, les grandes questions d'une époque. Peut-on imaginer Marx, Lénine, Rosa, Trotsky rédigeant un traité sur la question des toilettes? Devrions-nous en avoir une, deux, trois? Vous savez la célèbre remarque de Che Guevara, 1, 2, 3, de nombreux Vietnam. Maintenant, la grande question c'est, dans les aéroports, devons-nous avoir 1, 2, 3 de nombreuses toilettes? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas une tradition à laquelle je souhaite appartenir. Bien dit. Nous allons en rester là. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Je voulais simplement le rappeler à la fin. Achetez le livre. Je brûlerai ce pont quand j'y serai. Il est plein de divertissement, en plus d'une véritable analyse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessus. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Forget to hit the subscribe button.